Solo. Non. Burp. Burp. Bon. Non, mais je voyais de vous deux. En fait, moi, j'avais mon verre, mais je voyais vous deux en train de boire pendant le générique et tout ça. Je me suis dit, en fait, il y a personne qui va roter, donc je voulais utiliser cette opportunité. Eh non, il y a que le nez de Dorothée. Voilà. Non, bah écoute, c'est à peu près. Je ferai pire après avec la pub du sponsor de ce podcast. Saison 8, épisode 3. On a un sponsor! Ouais! Ouais, on a un sponsor. Et bah avant de dire le sponsor, déjà, bonsoir Florian, bonsoir Elodie. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, comme nous sommes à 3 pour vous présenter ce podcast qui a déjà son nom avant qu'on le finisse. Et ça c'est rare. Et ça s'appellera Avant Circule. Voilà, parce que j'ai envie de faire le jeu de mots. Bon, voilà, je voulais le faire, le jeu de mots. C'était ça, Hercule, Jétrotule, ou ce genre de choses, peu importe, ou d'autres choses un peu scabreuses, mais j'étais sage. Je suis resté sage. Non, moi j'avais très envie de dire en introduction du segment, alors on fait quoi, on circule, mais tu vois, c'était le truc le plus... Circuler, il y a rien à voir. Mais c'est ça. Voilà. Bref, le podcast, le sponsor de ce podcast, c'est justement Hercule. Vous avez besoin de vous échapper de toutes les épreuves de la vie, envie de voyager comme des dieux vers des contrées mythiques. Pour vous, Pégase, c'est bien plus un être volant qu'un problème gastrique. Alors, volez avec Hercule. Avec Hercule, on avance. Voilà. J'achète. Désolé. Et chers auditeurs, peut-être la semaine prochaine, on aura un sponsor. Non, mais ça, je pense que non. Si, j'ai vu que quelqu'un avait acheté un mug sur la boutique Utip. Merci d'ailleurs, utip.io/ Monsieur Seri. Le mug qui dit on peut pas faire, on peut pas dire brasserie sans série. Donc ça me fait, je suis content. Voilà. Non, je pense que les sponsors ne veulent plus de nous, voyez-vous. Nous ne sommes pas assez bankable. On est trop scabreux. On dérange. Mais ça, c'est la faute à la syndication. Oui, c'est ça. Ouais, 8 saisons, c'est où, là? Vous êtes des vieux, vous? C'est pas intéressant. Vous êtes finis. Alors que justement, nous, on s'adresse à la ménagère de plus de 50 ans, voyez. Oui, voilà. On peut vendre la lessive, si vous voulez. Non. On est une série CBS vieillissante, sauf qu'il y a aucun d'entre nous qui est Marc Harmon, en fait, donc on n'est pas assez sexy. Mais personne ne nous annule, donc non. On continue. Non. Ils sont toujours vivants, eux. Oui. C'est un peu comme Amour, Gloire et Beauté. T'es étonné du nombre d'épisodes. Toujours eux, là. Vous êtes à combien, là? Plus de 400 heures. Oui, bon, c'est quand qu'on les débranche. Mais tant qu'on n'est pas à la saison EHPAD, tout ira bien. Oui, encore, hein. EHPAD, oui, mais des panzani. Bravo. Merci beaucoup. Donc, au programme de ce 3e épisode de la saison 8, on va vous parler de Hercule. Tu connais le slogan d'EHPAD, qui appelle le plus peut le moins. iPad, go. Ah. Oui. Bravo. Non, moi je pensais que c'était ici, on mange les croûtes, mais bon, ça c'est autre chose, c'est plus sale. Alors, au programme, on va vous parler d'Hercule, cette série qui date de 95, donc ça fait mal, 27 ans. On était là. Voilà. Je vous laisse un peu intégrer tout ça. On a de l'actu, on a un quiz, on a des recommandations. Dis donc, on a plein de choses. C'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Et c'est presque à croire qu'on a bossé, dis donc. Ouais, à peu près. À peu près. En tout cas, on a suffisamment bossé pour vous donner de l'actu cette semaine, parce que il y a 2 semaines, il n'y en avait pas, parce que... C'est pas notre faute, il y en a pas. Je précise, en fait, je suis un peu dans la merde, parce que contrairement à vous deux, je n'ai pas d'animal domestique, donc il y a personne qui a bouffé mes devoirs.
Bah, tu l'as peut-être Moi, j'ai mangé des enfants toi-même. pour ça. Ah, c'est vrai. T'en as 2, tu peux peut-être en prêter un. C'est ça. J'en ai un de trop. Je suis également très, très mauvais babysitter, en fait. Ah, alors là, on va avoir un problème. Mais je peux être meilleur enleveur d'enfants, en fait. Donc ça dépend, en fait. Tu vois, si tu veux. On part sur une route bien glissante. N'est-ce pas? Voilà. On va essayer de freiner tout de suite et bifurquer vers les news, si vous voulez bien. Hein? Pour ceux qui connaissent, la référence. Oui, non, tu t'arrêtes, c'est bon. Je vous demande de vous arrêter. Je pense qu'il y a ici au moins Florian qui a la référence, Moi, ou alors s'il ne l'a pas, je vais lui dire, t'es sûr que t'as vu la série ou? Ouais, en fait, j'ai pas arrêté je sautais tout le temps le générique, en fait. Donc je connais pas. C'est News Radio. Ah. Voilà, c'est le générique de News Radio. Voilà. Qui est une très 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 bonne comédie qu'il faut absolument voir si c'est possible pour vous. Et ne faites pas comme moi, ne sautez pas le générique, en fait. Non, bon, j'arrête de déconner. En vrai, en fait, pendant, j'ai vu les 3 premières saisons, les unes après les autres. En fait, je crois qu'on en avait parlé à l'époque, il y a 1 an et demi de ça. Et j'avais la mélodie du générique en fait, là, ce qu'on vient de jouer, en fait, il y a pas le sax dedans, en fait. Et le sax, en fait, c'est mortel pour que ça reste dans la tête. Oui, donc non, mais j'avais la mélodie en tête tout le temps, en fait, pendant 6 mois après avoir fini la 4 de la saison 4. Voilà, là j'ai pris un petit truc de 10 secondes histoire de faire un petit jingle, voilà, mais c'est vrai que le générique, je ne l'ai pas ici tout de suite, mais c'est un truc qui reste bien en tête, et c'est une série que l'on conseille. Voilà, bonne chance pour le trouver, mais on conseille. Alors, niveau actualité, on va commencer directement par la partie renouvellement-annulation, si vous voulez bien. Oh, bon, on a Star Trek Prodigy qui est renouvelé pour une saison 2 pour Paramount Plus. Et ça, je suis bien content parce qu'une série animée de cette qualité-là pour Star Trek, j'en redemande. C'est sur Nickelodeon chez nous. Comme ça, voilà. J'en avais parlé. Et Nickelodeon France chez nous aussi, d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit chez nous Nickelodeon. Et j'avais déjà conseillé dès les premiers épisodes en fin de saison dernière, si je me rappelle bien. Il y a toujours niveau animation The Proud Family, Louder and Prouder, qui est renouvelé pour une saison 2 sur Disney+. On a MasterChef qui est renouvelé pour une saison 13 par Fox, Property Brothers Forever Home, saison 7 sur HGTV, Celebrity IOU. Aïe, c'était les Property Brothers, mais c'est aussi ça, hein, figure-toi. Voilà. Saison 5 HGTV. Voilà. Raven's Home, saison 6 pour Disney Channel. Oui, qu'est-ce que c'est que ce truc, Raven's Home? C'est Phénomène Raven, la suite. Voilà. Oh. Ah oui, t'étais pas au courant? Ah non. Ah si. Non. si. Mais avec ils ont vu Raven et ils ont dit en voiture Simonet, hein, je sais pas. Exactement, c'est ça. Et c'est surtout qu'elle avait elle avait des taxes à payer. Et programme annulé par contre, Paper Girls annulé par Amazon après une seule saison. Bouh. Voilà. Ouais. Et après l'avoir annulé, tout le monde recevait des mails. Regardez Paper Girls. Oui. C'est voilà. Donc un réalisateur en britannique assez fameux en fait qui. Oui, effectivement. J'ai vu plein de tweets se passer là-dessus. Flatbush Misdemeanors, annulé par Showtime, pas de saison 3. Flatbush, c'est aussi une catégorie sur Pornhub. Voilà. Enfin, l'euro est tombé. The Whole House, annulé par Disney Channel, pas de saison 4. Beyond the Edge, annulé par CBS, pas de saison 2. Pour The Whole House, on doit dire ouh, d'ailleurs, on doit dire ouh. Voilà. Ouh. Exactement. Ouh. Alors, par contre, le reboot de Constantine, qui était donc géré par notre ami J.J. Abrams, n'ira pas plus loin sur HBO Max, mais par contre en film, oui. La série, non. C'est un peu plus, oui. Ouais, mais c'est un peu plus nuancé que ça, parce que les gens qui disaient ah non c'est mort, ça se fera pas sur HBO Max, dit mais en fait il y avait 4 scénarios qui avaient été travaillés par un auteur anglais anonyme, et je déconne pas, un auteur anglais anonyme qui n'a jamais fait de série de sa life et qui a été embauché par J.J. Abrams et Brad Robot pour faire ça. Il a vu la lumière et rentré.
C'est ça, voilà. Et du coup, ce qui se dit, c'est que Constantine, la série devrait rejoindre Batman Caped Crusader et d'autres projets à être revendus ailleurs, mais on sait pas à qui, on sait pas de quoi. Moi, le commentaire que j'ai à faire, c'est que ça perpétue le beau bordel qu'est que sont les séries et films d'ici en fait sur Warner, sur HBO Max et sur Warner, puisque donc du coup, si une série Constantine existe en parallèle de la suite Constantine officielle, ça repousse d'autant plus un univers partagé qui est censé être le projet du nouveau patron de Warner Bros. Discovery, qui n'a trouvé personne pour faire le sale boulot. Donc j'ai envie de dire qu'ils continuent à faire n'importe quoi jusqu'à ce qu'ils arrivent à faire quelque chose de mieux. Oui. En tout cas, c'était un beau bordel tout ça. Là, on attend. Il y a plein de séries qui sont en attente de trouver une nouvelle maison. Hein. On est un peu à la SPA des séries télé niveau Warner. Hein. C'est venez nous chercher. Mais Batman Caped Crusader, je pense que ça va être pris. Apparemment, il y aurait Netflix, Apple et Amazon sur le coup. Donc j'ai envie de dire. J'espère parce que franchement, c'est un des seuls trucs que j'avais vraiment envie de voir en plus. Mais il promet. Tu me corriges si je me trompe, mais en fait pour cette série-là, ils avaient prévu de ramener Bruce Timm en fait, non? Bah oui, c'était ça. Ouais. Voilà. Ils voulaient faire, le Batman The Animated Series, enfin même ambiance, mais plus moderne quoi. Enfin, à notre époque. Et franchement, ça promettait du rêve. Hein. Effectivement. Je vais juste te demander un truc. Tu peux augmenter un peu le volume de ton micro parce que je peux. Un peu faible. Merci beaucoup. C'est mieux là maintenant. Parfait. Tu n'es plus dans les chiottes. Tout va bien. Alors, on a vu aussi passer une série de tweets, un fil de tweets de notre ami et surtout de le mec secret de Cécile, hein, Scott Bakula, qui en fait en gros a révélé que c'était pas une décision facile que d'avoir d'être passé à côté du reboot de NBC pour Quantum Leap, d'ailleurs qui arrive, là on enregistre le lundi, qui arrive donc ici, hein, je crois que c'est demain, si je me trompe pas. C'est ça. Et en gros, il a dit que, malgré tous les efforts, etc., il n'y a pas eu de discussion réellement. Il n'y sera ni devant ni derrière la caméra, donc vraiment, il y a aucun lien possible entre lui et la nouvelle série. Et puis surtout, il dit, comment on pouvait faire justement Quantum Leap, donc Code Quantum, sans Sam et Hal, hein, parce que Hal, le comédien et Dean Stockwell est décédé il y a quelques mois maintenant. Donc en gros, lui il dit on verra bien ce que ça donne. Il leur souhaite tout le meilleur et c'est pour ça aussi qu'il a été décidé que ce soit une espèce de continuité plutôt qu'un vrai reboot en fait. Hein, en tout cas, c'est comme ça qu'il le présente chez NBC. Donc voilà, pour lui il trouve ça dommage, mais en même temps c'est comme ça, les choses doivent avancer, doivent continuer. Donc il a voulu faire ce message là surtout pour les fans qui demandaient mais pourquoi vous ne faites rien, pourquoi ci, pourquoi ça. En gros lui il dit on n'a pas vraiment eu l'occasion d'essayer, tout simplement. Je sais pas, mais ce message, en fait, ça m'a un tout petit peu interloqué, parce que quand ils ont mis en chantier la série, et que la série a été, soit au stade du pilote, soit a été commandée, il y avait donc un article de presse qui disait que, de manière non officielle, en fait, Scott Bakula ferait partie de la série. Mais en fait, je comprends pas en fait, parce que j'ai pas vu le trailer, mais quand j'ai lu le synopsis, quand ça a été commandé, je pensais que le nouveau savant en fait Raymond Lee, incarné par Raymond Lee, se mettrait en quête de Sam Beckett, et en fait que c'est le point de départ de la série. Donc absolument maintenant que le Sam Beckett en fait dise mais ne m'attendez pas dans la série, en gros il va se mettre à chercher rien.
Oui, c'est ça, mais en fait, c'était le pitch de base qu'on était 30 ans après et il rentrait dans la machine pour essayer de retrouver Scott Bakula, mais du coup, on connaît déjà la fin de la série, il le trouvera pas. Alors, on connaît déjà la fin, en tout cas à l'heure actuelle, c'est comme ça, même si les porte-paroles de NBC, la chaîne, essaient de dire oui, la porte elle a été ouverte, et en gros ils disent oui, on n'a jamais dit non, absolument non. Puis en fait ils l'ont refermé parce qu'il y avait trop de courant d'air, quoi. Voilà, c'est ça, et en gros ils ont insisté sur le fait que les négociations sont toujours possibles avec Scott Bakula. Donc c'est des discussions internes et en bac qui vont avoir lieu, ou qui devraient avoir lieu, qui auront lieu pas, on n'en sait rien. Toujours est-il que là, dès que vous avez commencé la série, le nouveau Quantum Leap, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait un moment Sam Beckett qui arrive comme ça, c'est clairement là, ça n'a pas été prévu, il y a rien qui a été tourné, et même niveau écriture ou niveau production ou quoi que ce soit, Scott Bakula n'a absolument rien à voir avec la série qui arrive cette année, enfin demain, quoi. En fait, je pense il y a une pirouette scénaristique peut-être qu'ils pourraient utiliser, c'est faire comme dans What We Do in the Shadows, en fait, faire réincarner en fait Sam Beckett en bébé. Ça serait le bébé Quantum. Putain. J'achète. Ne leur donne pas de mauvaises idées, s'il te plaît. J'ai dit que c'était ils sont mauvais. embrassés, les deux mecs qui ont créé la série étaient sur la Bréa, donc j'ai absolument aucune idée. Si vous regardez l'affiche, c'est exactement du même goût. Ouais, c'est vrai. Bon. Bref. Moi, j'ai noté un petit truc sympathique que justement, j'avais vu le tweet passer par un certain site, lesérigraphe.com. Connais pas, hein, qui parlait du fantôme de l'opéra, qui pourrait servir de toile de fond pour une série anthologique chez Peacock, qui serait donc actuellement en développement. Et moi, j'ai juste lu Fantôme de l'opéra, anthologie. J'ai fait OK. D'ailleurs, Fantôme de l'opéra à Broadway, ils ont tiré le dernier rideau la semaine dernière. C'est ça se termine. Ouais. Effectivement. Et donc en fait. Donc le Fantôme de l'Opéra, c'est un projet qui vient justement de Austin Winsberg, qui fait partie de la création de Zoé Extraordinary Playlist, mais aussi il a travaillé sur Acapulco, sur Apple TV, que je continue à vous conseiller absolument si vous voulez du soleil et des nanas, et du baume au cœur. la dire la dada. Non, pas tant que ça. Non, pas tant que ça, non, voilà. Et donc, c'est The Show Must Go On, qui est une série anthologique de mystères et de meurtres sombres et comiques. Oui, voilà, en fait, tu t'es écrit toi, en fait. Je suis sombre et comique, et j'aime le mystère et le meurtre. C'est vrai. C'est moi. Je ne t'ai pas dit, c'est moi qui est derrière le projet. Bon, voilà. Et donc, chaque saison se déroulerait dans les jours précédents un grand événement télévisé en direct et s'attaquerait à un nouveau meurtre avec un cast différent. Et ça, moi, je dis oui. Je dis oui, pourquoi pas. Et puis surtout, voilà, vu les personnes derrière ou potentiellement derrière, ça promet justement le côté Broadway à la télé. J'ai un peu l'impression que ça serait... Dans mon esprit, je le vois comme un Only Murders in the Building et mes versions opéra. Surtout vu la fin de la saison 2. J'ai pas vu. Chut. Voilà. Et donc qui est en fait le début de la saison 3. On n'est pas loin. Donc t'es en train de dire qu'ils ont diffusé à la fois un season finale et un season première. Incroyable. C'est pas vraiment un season première. C'est pas un season première, mais en gros, le cliffhanger est clairement le début de la saison 3. Donc, c'est comme à la fin de la saison 1. Effectivement. Mais non, mais là, de toute façon, Only Murders in the Building, c'est absolument à voir sur Disney+. Ça, c'est... Regardez-le. Faites pas chier, bordel. Regardez-le. C'est vachement bien. En plus, c'est disponible légalement. Qu'est-ce que vous demandez de plus, franchement? Exactement. Le cul de la crémière. Oh, ça, on peut s'arranger. Voilà. Mais la laitière. Celle qui fait les petits yaourts. Et les glaces aussi, ça fait de super glaces. Et les glaces, voilà. Bon, après, c'est vrai que si on regarde bien, normalement, selon Paul Machaut, c'est Florence Foresti qui fait la laitière. Donc, c'est à vous de décider. Bon, bref.
En tout cas, autre chose que j'ai noté, parce que ça c'est plus vraiment tout à fait personnel, c'est que la prochaine saison, donc qui est la saison 48 de Saturday Night Live, est une saison de transition, d'autant plus qu'avec Lorne Michaels qui est de plus en plus vers le je vais prendre ma retraite quand même, et voilà, on a... Il est aussi axé sur le transit intestinal, hein, avec l'âge. Oui, parce que un truc qui le fait bien chier, c'est qu'il y a quand même 7 personnes qui ont quitté le cast juste avant la nouvelle saison, donc on a eu les noms et visages des 4 petits nouveaux. Oui. Mais il faut pas oublier que au moment de justement de tout ça, il y a Melissa Villaseñor, oui. Alex Moffat, oui. Aristotle Attari, oui. Eddie Bryant, Pete Davidson, Kate McKinnon et Kyle Mooney qui s'en vont. Voilà. Et ça, c'est le grand turnover. C'est un putain de turnover parce que bon, très personnellement, encore une fois, Kyle Mooney et Kate McKinnon qui s'en vont, ouch. Pete Davidson, il était plus vraiment là non plus, mais bon, voilà, j'aimais encore bien. Aristotle Attari qui était juste un nouveau, je crois que ça faisait une seule saison qu'il était là. J'aimais bien son univers aussi, mais il y a eu voilà, Alex Moffat avait certaines choses un peu sympas. Mais ouais, là on subit un méga choc niveau Saturday Night Live. On va voir ce que ça va donner cette saison. J'espère que Moffat, Kyle Mooney et Melissa Villaseñor vont trouver de quoi rebondir assez rapidement, enfin qui seront castés ou qui se remettront sur d'autres projets. Je crois que c'était pas Kyle Mooney en fait qui était sur la parodie des cartoons du Si. Donc c'était lui qui le faisait. Bah, parce que ça on sait pas si c'est renouvelé par Netflix ou pas. Non, ça on sait pas encore. Non, on sait pas encore du tout. Par contre, voilà, dans les personnes qui rejoignent, on a donc Marcelo Hernandez, Molly Kearney, Michael Longfellow et Devon Walker. On a donc Hernandez qui est un comédien stand-up qui a été sélectionné lors du Juste pour rire. Voilà, dans les nouveaux. On a Kearney qui était sur Up Next pour Comedy Central, entre autres, et dans A League of Their Own sur Amazon. Ouais, mais il devait être de rôle secondaire ou rôle tertiaire. Oui, c'est guest star. Hein. Longfellow, par contre, lui, il était dans justement Netflix Introducing, le showcase. Voilà. Encore une fois, il y a plein de trucs. Netflix's Joke, Comedy Festival, Comics to Watch. Enfin, vraiment plein de choses sur le stand-up. Et Walker, c'était un... Ouais, mais c'était un gars... Attends, Walker, c'est bien, parce que je suis en train de vérifier mes trucs. Oui, Walker, c'est Devon, voilà. Qui, lui, par contre, était au scénario de Big Mouth, entre autres, Everything Trash, et aussi sur Up Next chez Comedy Central. Voilà. Et donc, en gros, pour l'instant, le cast, c'est Michael Shea, Mikey Day, Chloe Feynman, Eddie Gardner, Colin Jost, Egon Modim, Chris Red, Cecily Strong, et ça fait plaisir. Kenan Thompson, qui lui n'en finit plus d'être là, mais je pense que c'est sans doute la dernière saison, ou en tout cas il va quitter. Elle s'est fait annuler sa série à Kenan depuis longtemps. Oui. Oui, ça s'est fait annuler, hein, Kenan en saison 2. Et Bowen Yang qui reviennent. Pardon? On lui a dit Kenani, effectivement, en même temps que Mr. Mayer. Oui, pour Bobby Bonnigan, ouais. Voilà, encore une fois, il a vraiment pas de chance niveau série télé, le Bobby, hein, parce que je l'aime tellement, mais il a vraiment une schkoumoun pas possible. Enfin, Mr. Mayer, ça a eu deux saisons, on est d'accord, hein. Oui. Ouais, ça a eu 2 saisons, et la deuxième saison, globalement, c'est la fin, c'est de l'arrache. C'est à l'arrache. Vraiment à l'arrache. Bref, voilà, je sais pas s'il y a des choses à ajouter niveau news pour vous. Non. Non, on fait un petit quiz et puis on s'attaque à Hercule. On s'attaque à Hercule. On frappe Hercule. Whenever you're ready. Hello, I'm Joey Tribbiani. Let's play Bamboozled. Aaron. Donc, on retourne du côté de Google Trad qui est bourré. Oui. Mais il a pas bu que des bonnes choses. Ah, il a bu de la pelure d'oignon. Ah, je sais pas. Il y a des trucs avec des grenouilles séchées, pas top quoi. Il a dû boire comme moi une infusion gingembre et ail. Ah oui, ça réveille bien, ça doit bien réveiller. Donc pour rappel, ici j'ai 5 synopsis qui ont été passés dans une moulinette bourrée, puis dans plusieurs langues possibles imaginables, pour vous donner quelque chose de plus ou moins intelligible.
voilà, plus ou moins. Et la personne qui aura le plus de points pourra choisir le sujet ou le pilote dans 2 semaines. Grâce à la roue de la pilote et de la moralité. Et de la moralité, effectivement. Alors, attention, vous êtes prêts ? Oui. La folie réside dans votre relation. Elle a déménagé entre une mère célibataire et une fille adolescente de 30 ans à Star Valley, Connecticut. Hein ? Desperate Housewives ? Alors là, Gilmore Girls ? oui. Oh ! Ah ouais, donc Alors, ils par ont contre, traduit Star Valley par Star Zolo, d'accord. Voilà, alors que une fille adolescente de 30 ans. Oui. Oh bah tu sais, de nos jours. Bon, moi voilà, j'ai bientôt 40, je suis toujours un ado, mais ok. Tu pourquoi te sapes mieux, hein, je t'en dis. Bah je porterais très mal leurs vêtements. Oui, mais tu fais ce que tu peux, c'est déjà pas mal. Ah bah je fais ce que je peux, effectivement. Attention, deuxième, une série de bandes dessinées. Après les grands travaux de Ted, Jack Peralta et divers collègues Brooklyn étaient ravis d'être Nine-Nine. dans... Voilà. Alors, une série de bandes dessinées, non, c'est une série de... C'est même, je sais pas c'est quoi. même pas une adaptation de comics, quoi, ça aurait pu, mais... Non. Je sais pas comment il a traduit tout ça. Vraiment, il y a des moments où je me demande. Je me demande. Donc, là, Elodie. Anthropologie médico-légale. Docteur Tumtumpreuve Bones ? Brennan. Oui. Et l'impitoyable agent spécial du FBI, Silly Booth, font équipe pour un meurtre non résolu. Souvent, les os ne contiennent que de la chair en décomposition. Ah bah non. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et ce qui c'est pas très, voilà, c'est Biologie en soi. 101. Alors, leçon 1. Les os contiennent de la chair. C'est comment tu fais un ossobuco Avec de l'osso et du bucco. et du buco. Oh là 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 là. Je sens qu'il y a des effluves d'alcool qui arrivent de cette de ce quiz. C'est contagieux. 4e, Agacia Floric. The Good Wife. Voilà. L'ex-avocate portant un chapeau n'est pas une très bonne femme. Après le plus humiliant et scandaleux scandale, c'est derrière le bar. Un scandale qui est une arnaque. Voilà. Maintenant, il est engagé dans le piratage. Sa famille et vous retrouvez travailler comme plaideur dans un cabinet d'avocats. Je vous retranscris ça pêle-mêle, hein. Débrouillez-vous. Vous avez les mots, remettez-les dans l'ordre. Attention, vous êtes à ex-aequo. Donc là, on va voir qui gagne. Découvrez la relation intime entre l'humoriste de Las Vegas, Deborah Vance, et la jeune diplômée de 25 ans. Axe. Ouais. Voilà, J'avais plus Florian le titre. a gagné. Axeman. Pardon, non, ça c'est la Celui-là, globalement, série. Ça va. celui-là, globalement, il était un peu intelligible. Les autres, c'était... alors là, Ouais, il manque Non mais des mots. t'as dit Agatha Floric, j'étais déjà sur le truc, tu vois, donc. J'ai même pas dit Agatha. C'était Agasia. C'était Agacia Floric. Oh, Ah, comme les j'avais fleurs, même les pas capté. acacias. Oui. Agacia Floric, Florick. Bah écoute. Je sais même pas si ça écrit comme ça. En tout cas, elle s'appelle Agacia. Ça, c'est après Mais je 4 pense heures que du c'est matin, le- je t'appelle Agacia, hein. Je pense que c'est en tapant le truc dans le truc bourré, il a dû faire Agatha, ça devient Agacia. Ou alors, et puis lui, il a même pas c'est réfléchi. avec un alphabet différent en fait. Donc tu as fait une double traduction et tu as. Ah oui, à un t'es moment, passé en c'était russe. l'alphabet cyrillique. Mm. Alors, tu crois pas si bien dire. Parce que globalement, quand je fais ça, soit je passe dans le chinois, Mais alors, Ah, traditionnel, dis dis-moi donc. mieux. japonais, puis je passe Tu sur passes dans le du chinois s'il est tartare, consentant, hein. je passe du côté thaï, et puis après je vais dans le gaélique, et en fait, je fais ça 5-6 fois avant de revenir sur le français. C'est le traducteur centipède. Exactement. Et je pense qu'à un moment donné, je vais essayer de trouver un script qui me le fait automatiquement. Ça m'évitera tous les copier-coller. Ouais, feignasse. Oh. Oh, oh. Alors, tu as choix entre 2 roues, la roue des sujets et la roue des pilotes. À moi. Bah oui, t'as gagné. Ah. J'aimerais me remercier, tout d'abord. T'as pas un jingle à me jouer là après 45 secondes? Alors j'aimerais beaucoup remercier mon papa, ma maman, mon oncle. C'est un peu le maillon faible, ça.
J'ai cliqué au hasard. Alors, je vais prendre la roue des pilotes, en fait, parce que c'est là où j'ai l'opportunité d'être le plus masochiste. Et regarde, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Hop, partager, comme ça vous pouvez voir. Bonjour la roue. Vous allez voir la roue des pilotes qui va apparaître dans quelques instants, si elle veut bien. Oh, la roue est buggée. Bah tiens, c'est vrai. Pour nos auditeurs, elle est à la fois jaune et noire. Pas celle-là, ça c'est celle de base, mais là il est en train de charger et je sais pas pourquoi il veut pas. Ah, ça y est. Faut juste que, bon, tant pis, il y a Hercule qui sera encore dedans. Je peux Eh ben, si on retombe dessus, on fait Young Hercule. Oui, c'est une très bonne idée en plus. Voilà. Allez, hop, on va lancer. C'est Hercule. Non, on va relancer parce que je l'ai passé avant. On peut relancer. Oui, on peut relancer, j'ai envie de dire. C'est trop récent, c'est même pas totalement fini. Ah bah voilà, ça nous va. Ah ben oui, voilà. Les rues de San Francisco. Sinon, le tirage est pas truqué, hein. Non. Non, mais bon, après, voilà, quand j'ai oublié d'enlever des trucs de la roue, forcément. Forcément. Donc ce sera les rues de San Francisco. On va galérer. À ne pas confondre avec le rue de San Francisco, qui est également une catégorie sur Pornhub. Oh. Oui. Je me demande ce qu'il peut y avoir là-dedans. Mais ok. Pourquoi pas. Beaucoup de choses. Voilà, donc c'est une cité multiculturelle, Frédéric, San Francisco. Ah bah je te crois tout à fait. En tout cas, d'ici 2 semaines, les rues dans San Francisco s'éveillent, bien entendu. Et on va passer donc à Hercule. Là par contre, j'ai pas de générique, j'ai rien du tout parce que j'ai oublié de le faire. Donc ce sera à nouveau... Si tu veux. Je suis pas sûre que ça aille bien avec le personnage, mais... Oh, sinon j'ai ça. Ah. Voilà. Bref, Hercule. Merci de pas l'avoir sorti, en fait, pour mes 45 précédentes blagues. Ça vous rappelle des mauvais souvenirs, hein. Quand j'avais le bouton avec plein de sons. C'était drôle. Avec McFart. Ah, ça je l'ai plus. Bref, Hercule, donc 95, une série d'action-aventure surnaturelle, fantastique, drame. Tout ça à la fois. Voilà. Créé par Christian Williams, qui était donc composé de 5 téléfilms de 90 minutes l'année avant, et puis 111 épisodes de 45 minutes entre 95 et 99. On a vu le pilote, pas les téléfilms. Il y a Elodie qui en a même vu 2 épisodes. C'était diffusé entre autres en France sur TF1, puis TF6. Et donc ça parle de quoi ? Ben ça parle d'Hercule, le fils de Zeus, qui tape des gens et qui venge sa femme. Oui, il a vite oublié sa femme, hein. C'est le oui. Donc là, tu viens de sortir le pitch bourré de la série. Maintenant, on se concentre, on fait un truc sérieux maintenant. Hera, elle en avait marre que son mari, il couche partout. Voilà. Attends, alors. Hercule est le fils du dieu Zeus et d'une mortelle Alcmène. Voilà. Alcmène Folie, comme dans le flic de Beverly Hills. Sa belle-mère, Hera, qui lui voue une haine féroce, tue sa femme et ses 3 enfants. Et paf. Hop. Dégage. Plutôt que la vengeance, Hercule choisit d'utiliser sa force légendaire et son intelligence afin d'aider ses congénères. En compagnie de Iolaus, son ami d'enfance, il parcourt le monde déjouant les pièges tendus par la terrible Hera. Tata. Hera, rien à voir avec la chanteuse. C'est avec un H ici. C'est dommage. Voilà. Et donc on y retrouve Michael Hurst qui joue donc le rôle de Mais les deux ont un point Iolaus. commun en fait, c'est que Hera elle y met aussi tout son cœur. Ah ouais, c'est vrai, effectivement. Et Hercule était joué par Kevin Sorbo, un sombre connard fini. Voilà. Et jaloux en plus de ça, jaloux. Et je tiens à préciser pendant la préparation de cette émission en fait que c'est un point sur lequel on ne peut pas débattre et sur lequel je ne vais pas débattre, c'est effectivement un immense connard. Voilà, c'est un immense connard, c'est un fait établi.
Et c'est comme ça. Après, on aura des comédiens un peu plus récurrents comme Lucy Lawless dans le rôle de Xena, hein, parce que c'est une série qui est liée, hein, qui est produite d'ailleurs par Sam Raimi, hein, pour la précision. Et Roberta Pert, qui sera aussi le monsieur Lucy Lawless à la ville, ce qui explique beaucoup de choses. On aura aussi Bruce Campbell de temps en temps, Kevin Smith qui fera un petit ça n'a rien à voir avec le Kevin Smith qui fait Clerks, hein. C'est un homonyme, mais j'aime bien le dire quand ça met le doute de tout le monde, genre Kevin Smith c'était dans oui, non, c'est pas le même. Je m'en souviens pas. Karl Urban, par contre, ça vous le connaissez bien, Karl Urban, vous savez, dans The Boys entre autres. Ouais. Et ben là changé, c'était Cupidon. C'était Cupidon. Voilà. Sachez-le. Anthony Quinn et puis on a pas mal d'autres acteurs et actrices. On a vu donc le premier épisode, et donc toi tu en as vu un peu plus, et je pense que Florian aussi. On va donner la parole directement à Florian. Merde. Non, tu veux qu'on prenne qu'on le claque? Oui. Bon. Alors, comment dire? Allez, tabassez-le. Non, mais c'est pas tabasser, parce que c'est pas vraiment tabasser, parce qu'on n'est pas non plus au point de sabotage avec Schwarzenegger. On a passé un bon moment quand même, c'était pas bien. On a passé un moment où c'est vrai qu'on l'a plus vu comme presque un guilty pleasure qu'autre chose. En tout cas, c'était fun à regarder. Voilà, il y a moins de headshots et il y a plus de feu en fait. Oui. Ouais, c'est ça. Parce que faut pas oublier boule de feu. Hera a tué la famille de Hercule avec une boule de feu. On l'a bien précisé, il nous le rappelle bien. Non, ce qu'il y a, c'est que effectivement, on voit que c'est une série qui date de 27 ans, qui niveau budget devait pas non plus avoir énormément. Et puis surtout, ce sont des séries qu'on ne fait plus actuellement. Des séries un peu mythologiques, de combat, un peu fun, parfois un peu rigolote sur le moment. Même, tu vois, par exemple, les Benjamin Gates, à l'origine, ça pouvait s'apparenter un peu à ça. Et là, ils vont nous sortir un spin-off. On a vu le trailer il y a pas longtemps. Et ça a rien à voir avec ce qu'on pouvait faire à l'époque. Hein. Maintenant, c'est plus axé sur l'action et la baston et tout ça, et beaucoup moins le côté fun, quoi. C'est ça qui manque de nos jours, je trouve. Oui, mais je pense qu'on est dans une époque en fait où pendant que tu parlais, je suis en train de dire, en fait, de nos jours, la définition des séries fun, c'est The Walking Dead et Resident Evil. Waouh. Je pense, hein. Grosse marade. Ouais. Ben ouais. C'est plus axé sur le gore, quoi, maintenant. C'est ça qui est fun, quoi, pour les jeunes. C'est ça, enfin, il y a énormément, non, mais je déconne qu'à moitié parce qu'il y a énormément de séries post-apocalyptiques et il y a de moins en moins de séries d'aventure. Et quand c'est des séries d'aventure, en fait, c'est toujours mixé avec quelque chose d'autre, en fait. Je crois qu'on est plus dépressif que dans les années 90. Mais à part, comment ça s'appelait encore la série anglaise, un peu Indiana Jones, un peu rigolote comme ça. Le Houghton and the Lady. C'est ça. Houghton and the Lady est plus proche. Qui avait été diffusé sur France 4 avec Michael Landes, ouais, c'est ça. Et ça, c'est plus proche dans l'idée. Hein, avec un budget autre, mais on a un côté où on a de l'aventure, un peu à la façon années 80, années 90, un peu fun, un peu rigolote, où ça va juste se battre. Il y a aussi Blood and Treasure en fait, qui a été diffusé sur CBS et dont la saison 2 est diffusée sur Paramount+. Mais tu vois, c'était pas encore pareil. Hein. Voilà, mais c'était encore un délire différent. Ouais. En tout cas, voilà, c'est vraiment le genre de série qu'on se dit, tiens, ça fait quand même vachement longtemps. Il y a pas beaucoup de contre-exemples, on est d'accord. Non, plus de moins en moins. Et puis pourquoi? Parce que on sait très bien que les séries essaient de se pas redorer le blason parce qu'ils ont pas besoin de ça, mais elles aiment bien en ce moment montrer qu'elles sont prestigieuses, blablabla. Bref. Voilà, Seigneur des Anneaux pourrait peut-être faire la même chose avec plus de budget en fait. Hein. C'est peut-être aussi con, mais il y a plus de fric quoi. Donc, en tout cas, on en a plus. Mais les 45 minutes, je les ai pas vus passer. J'ai bien rigolé. Je pense que la version française, elle est horrible. Joue aussi. Mais oui et non, elle est d'époque. Et tu sens en fait que ça a été les voix ont été refaites, mais les sons aussi ont été refaits. Donc genre les pas, etc. C'est bruité à la bouche. En studio. Voilà, t'exagères un peu, mais ouais. Il y a des scènes, et des scènes, c'est un peu cheap. Les méchants, ils ont les voix des méchants dans Nicky Larson. Voilà.
Mais je pense que ça joue beaucoup, parce que si vous le regardez comme on le regardait à l'époque, c'est-à-dire sur TF1, c'était en français, hein, on n'avait pas possibilité d'avoir accès à la version originale. Et toujours pas, hein, légalement, l'intégrale DVD Zone 2, c'est que du français, hein, celle qui est chez nous. Ouais. Il y a un coffret qui est sorti là, qui est à une trentaine d'euros, où ouais, effectivement, c'est que comme ça, donc légalement, vous n'avez que la version française, où ouais, les voix, à part la voix de Hercule, qui est donc, j'avais noté le nom, qui est Jérôme Keane, voilà, et on a Jean-Philippe Puy-Martin pour Yolas. C'est, on sent qu'il y en a un qui est là pour vraiment être un peu sérieux et pas rigoler, et puis l'autre c'est le petit rigolo de la bande, quoi. C'est voilà, Yolas, il est là, c'est le buddy Hercule, quoi. C'est un mec sérieux, baraqué, et puis l'autre, voilà, il fait ce qu'il peut, quoi. Mais en soi, voilà, je n'ai pas vraiment vu passer le temps. J'ai bien rigolé. Il y a des choses où je me suis un peu moqué. C'est vrai. Il est vrai que ça portait à se moquer. Mais en soi, c'est le genre de série qui, je pense, voilà, en prenant le goûter, tu peux toujours la regarder tranquillement, sans que ce soit une prise de tête, où tu vas avoir du fun. Tu vas pas chercher très très loin, parce que je pense pas que la série évolue tant que ça en 6 saisons. Pour vous donner quelque chose de totalement différent. Non, il y a juste les méchants qui évoluent un peu, mais c'est tout. Hein. Et voilà, c'est du truc un peu fun, un peu léger, qui globalement tu pourrais même le voir avec des enfants sans que ça pose vraiment de problème. Oui, parce qu'il y a des sous-entendus un petit peu cucu, mais quand t'es gamin, tu comprends pas. C'est ça, tu ne les comprendras pas. Par contre, au niveau cucu, moi, ce qui m'a fait beaucoup rire, parce que c'est vraiment le montage à l'ancienne. Donc, Hercule découvre que ses 3 enfants et sa femme ont été assassinés. Par une boule de feu. Par une boule de feu. Et on a un flashback qui nous amène sur, on le voit avec ses enfants. Et à chaque fois qu'on le voit avec sa femme, globalement, ils se galochent et ils sont au pieu. Bon, c'est voilà, peut-être tout ce qu'ils ont fait ensemble, on sait pas. Peut-être, mais bon, je trouve ça un peu tristouné de se dire que globalement, puis alors, les enfants, on les a vus 2 fois, puis après plus rien. Quoi. Fun fact, c'est uniquement parce qu'en fait, les flashbacks, ils les ont pas retournés pour le pilote, ils les ont repris des téléfilms d'avant. Donc ils ont pris ce qu'il y avait dans les tiroirs, en fait. Bon, voilà. Et donc s'ils se passaient leur temps à se galocher, voilà. Etc., forcément. Ok. Ok. Donc juste pour vous donner un petit fact en plus, donc Jean-Philippe Puy-Martin, pour ceux qui ne savent pas, ce n'est autre que la voix de Tom Hanks et Tom Cruise. C'est aussi Timon dans le Roi Lion. Mais bon, vous voyez un peu la. Oh, il y a une palette. C'est une belle palette. Une belle brochette. Oui, c'est ça. Et justement après, Jérôme Keane, lui, il est, c'est un peu plus, un peu plus discret. Il y a des choses, Jeremy Irons et Michael Keaton pour certains films, mais bon, c'est Michael Keaton dans Mes doubles, ma femme et moi, hein, c'est pas dans Batman. Voilà. Il a fait Kevin Sorbo sur Spartatouille et Hercule le Conquérant. Hein, voilà, Hercule et Cule, c'est à peu près pareil. Bon, il a fait beaucoup de trucs pour les enfants aussi, mais voilà, c'est vrai que on l'a moins dans l'oreille que Jean-Philippe Puy-Martin, où là, on reconnaît tout de suite. Là, on le reconnaît tout de suite. Enfin voilà, globalement, j'ai pas grand-chose de plus à dire parce que ça va pas non plus chercher à refaire l'histoire non plus. Hein. C'est très 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 light, mais ça passe bien. Voilà. Moi, en fait, le truc, c'est que je m'attendais à bien pire, étant donné que Hercule comme Xena, c'est des séries où malheureusement, je les ai pas regardées, même sur TF1. J'étais beaucoup plus, sur les samedis après-midi de mon adolescence, j'étais beaucoup plus sur M6, donc beaucoup plus avec Code Quantum. J'ai même maté quelques séries quelques épisodes de la série du Monde Perdu. Donc Hercule et Xena, c'était vraiment pas du tout ma came. Et du coup, ça avait la réputation d'être quelque chose de
vraiment extrêmement fun et extrêmement décomplexé, au point où voilà, on assume le kitsch, on assume le ridicule, etc. Et en fait, la grosse surprise de ce premier épisode, puisque j'ai pas regardé le deuxième épisode comme Elodie, qui était beaucoup plus gourmande que moi sur ce coup-là, c'est la grosse surprise, c'est que j'ai trouvé le premier épisode quand même assez sobre. Hein. Je m'attendais à beaucoup plus de gaudriole, hein. Et là quelque part c'est Hercule est avec son meilleur ami. Hercule arrive à sauver une esclave en fait qu'il a dans les pattes sur le reste de l'épisode, hein, qui est pas forcément le personnage le mieux écrit, mais dans l'ensemble. Ah non. Dans l'ensemble, j'ai pas été chaud. Enfin, c'est pas j'ai pas été choqué, mais il y a assez peu de choses en fait que j'ai trouvé nulles, et ça inclut les effets spéciaux. Et les effets spéciaux, c'est le fun fact que vous avez pas cité, donc je vais me permettre de le faire. La série a été tournée à Auckland, en Nouvelle-Zélande en fait, et les effets spéciaux sont l'œuvre de Veta Digital, qui était donc la boîte d'effets spéciaux fondée exprès par Peter Jackson, spécifiquement pour assurer les effets spéciaux de ses propres films, et qui faisait des espèces de démonstrations et d'expérimentations de force avec les effets spéciaux de Hercule et Xena, puisqu'ils sont restés à tourner les deux séries en fait en Nouvelle-Zélande jusqu'au début des années 2000. Et en voyant ça, je replace en fait moi j'arrêtais pas d'y penser. Je replace en fait les effets spéciaux de la créature en fait du démon en fait qui change les hommes en pierre. Pierre, oui, c'est ça. Avec son gros dard. Pardon, avec son gros dard. Oui, mais il fallait que tu sortes ton gros dard, et d'ailleurs c'est fait. Donc maintenant c'est comme la boîte de Pandore, on peut pas pas le ranger en fait, il est sorti. Il est là, il s'étale. Jean-Luc. Voilà, merci Jean-Luc. Paix à son âme et son gros dard. Et je continue Dardar. Oui. Ok. Non, le Tartarbotus, bien sûr. Voilà. Et le truc avec les effets spéciaux de l'époque, c'est que je réfléchissais à ça. Quand je regardais Sliders, c'était tout aussi grave. Quand je regardais, il y a des séries des années 90 en fait, entre guillemets cultes, ou qui le sont devenus. Il y a à peu près que X-Files qui arrive à tenir le coup en fait, et parce que une partie des effets spéciaux en fait deviennent numériques que sur les saisons suivantes. Donc, mais par exemple donc l'huile noire par exemple dans X-Files, pour moi c'est un effet spécial qui tient encore la route aujourd'hui en fait. J'arrive toujours pas à savoir comment ils l'ont fait. Enfin, je devrais le lire, mais j'arrive pas à le savoir. Mais du coup, le fait de savoir qu'en fait c'est des effets spéciaux de leur temps qui ont été faits sur un budget limité, etc. Pour moi, ça a ajouté au charme, plutôt que de dire ouais c'est kitsch et c'est nul et regarde la production value, une de merde, tu vois. Et même en fait le seul truc où tu as la suspension, où tu dois avoir la suspension d'incrédulité, c'est de penser que la Nouvelle-Zélande en fait peut se substituer à la Grèce antique. Une fois que tu dis bon voilà, on est en Nouvelle-Zélande, clairement toutes les plages, tous les forêts, tous les trucs qu'il y a, pour moi c'est pas du tout la Grèce antique. Pour moi c'est la Nouvelle-Zélande, c'est tout ce que tu veux, mais c'est pas la Grèce antique. Une fois que tu as ce truc de transposition où tu dis voilà, pour moi en fait le premier épisode il passait, et je trouve que je sais pas si c'est grâce au doublage ou pas, mais Sorbon et Hercule sur cet épisode-là, je l'ai pas trouvé particulièrement mauvais. Tu vois, donc si tu veux, je suis plus sorti du premier épisode en étant agréablement surpris, plutôt qu'en disant en fait c'était de la grosse pantalonnade. Enfin, tu vois, on a maté Agence Acapulco il y a quelques mois. Pour moi, c'est 10 crans au-dessus, quoi. Oui, donc ça c'est sûr. Ça, tout à fait. Aussi quand même, parce qu'Agence Acapulco, bon. Mais moi, globalement, donc toi, tu y allais en disant oui, je sais pas ce que je vais avoir. Moi, pour moi, Hercule, Xena, ça fait partie de ce passé du dimanche après-midi sur TF1 avec Texas Walker Texas Ranger. Ouais. Et donc, en gros, pour moi, c'était genre, oh putain, encore ça, quoi. J'y arrivais pas. Franchement, c'est une plaie. Et j'avais une petite copine à l'époque qui adorait ça. Et franchement, c'était une horreur de regarder ces trucs-là. Je trouvais ça nul et con.
Et donc moi, pour moi, ça a pas été une raison de rupture. Non. D'accord. Je vérifie. Hein. On continue. Non, il y a d'autres choses. Mais elle a été brûlée par une boule de feu. avec ses enfants. Et voilà. Mais globalement, voilà, j'avais quel âge ? J'avais 17 ans. C'était genre, c'est pas ça que je voulais moi, regarder à la télé, c'est pas le genre de truc là. Et puis surtout que déjà globalement, moi tout ce qui est un peu mythologie, tout ça, ça m'emmerde. Mais alors ça m'emmerde à un point t'imagines même pas. Et je me dis, allez, ok, on va le regarder, mais vraiment j'y allais là. Alors que là, ouais, je l'ai vu comme un truc fun, un peu rigolo. Voilà, le truc de base, j'y crois pas trop parce que voilà, ce truc de boule de feu à chaque fois ça me sortait, plus le flashback qui moi m'a un peu sorti. Je me dis bah merde, putain le gars il vient de perdre ses enfants et sa femme et tout ça à quoi il pense et ben je l'ai bien baisé. J'étais un peu genre putain merde, c'est un peu lourd. C'est pas tant les effets spéciaux, les effets pratiques parce que ils sont pour certains les effets pratiques surtout ils sont un peu dans leur jus, mais c'est sympa à voir, les effets spéciaux sont sympas à voir, mais c'est dans le montage et la façon de raconter certaines choses et d'écrire certains personnages où j'étais ok, on va pas prendre ça pour ce qu'il n'est pas, et on va juste prendre un peu de plaisir de série télé, divertissement pur. Ce que j'ai eu, et j'ai pas cherché plus loin que ça, c'est vrai. Est-ce que je regarderai la suite ? Pourquoi pas ? Mais il y a un truc qui me fait que je ne regarderai pas la suite. C'est l'autre Sorbet là. Oui. Sorbet. En fait, Kevin Sorbo, en fait, c'est une version un peu plus apte à la chorégraphie que Fabio. C'est tout. Ouais, c'est ça. Et est-ce que Fabio est devenu aussi trumpiste débile ? Je sais pas. Non, je crois pas. Voilà, donc ça c'est un gros problème pour moi. J'ai vraiment du mal avec pas mal de comédiens, comédiennes, réalisateurs, tout ça, qui ont vraiment j'arrive pas. Mais quand t'as dit ça, et là aussi, enfin, c'est un des deux trucs auxquels j'ai pensé. Quand on a commenté sur les effets spéciaux cheap, en fait, j'ai commencé à réfléchir si du coup ça me dérangeait autant en fait à la revoyure que le reste des années 80, des séries des années 90. Et quand tu as parlé du passif de Sorbo qui est devenu très très clair dans les dernières années, j'ai aussi pensé à Dean Cain en fait. La revisionnage, je sais pas si on l'a fait ou si on va le faire, le revisionnage de Lois et Clark. On l'a déjà fait. On l'a fait. Je sais pas. Il marchait sur les murs à un moment donné, sur le plafond. Ouais. Et je sais pas en fait, en étant au courant en fait du passif de Dean Cain en fait, qui est aussi un maniaque trumpiste pro armes, et affecte le revisionnage de la série. C'est ça. Je pense que moi clairement, hein, ça a affecté le truc, et ce qui affectera le fait de pas regarder la suite, parce que après, si t'arrives à ne pas savoir qui il est, quoi que ce soit, bah tant mieux pour toi. Ne regarde pas qui il est. Pense que c'est Hercule. Voilà. Mais si si tu connais qui il est, ça va être compliqué. Elodie. Ouais. Donc toi, tu en as regardé 2 épisodes. Ouais. Et en vrai, j'y allais Herculon aussi. Et en fait, j'ai passé un bon moment. Herculon. Yes, Herculon. Et en fait, ouais, comme ça dit, ça passe assez vite. Alors, il y a des scènes qui sont complètement ridicules, hein, ça, on va pas se le cacher. Mais en vrai, quand tu le prends second degré, ou c'est juste un truc un peu fun et qui se prend pas au sérieux, et en fait, c'est ça qui est bien aussi, c'est que si tu le compares à une série récente, le problème c'est que les séries récentes, voilà, elles se prennent trop au sérieux. C'est des séries sérieuses qui mettent un brin d'humour pour faire digérer le truc. Que Hercule, c'est le contraire. C'est une série marrante où t'as une vanne tout le temps, mais qui met juste un petit soupçon de sérieux pour tenir à peu près la route. Mais alors après, on voit qu'il y a eu 5 téléfilms avant, parce que le début du pilote, t'arrives au milieu d'un truc, tu sais pas ce qui se passe là. T'arrives au milieu d'une baston dans un bar, qui sont ces gens, que font-ils? Et finalement, après, tu raccroches les wagons. Hein. En même temps, il y a pas un scénario. Bah, ça présente pas trop mal les personnages, encore une fois, oui. Même sans les téléfilms. Ouais, c'est ça. Et en fait, Florian, quand tu disais tout à l'heure que le premier épisode était assez policé, c'est vrai que dès le second épisode, t'as vraiment un changement de genre où là, tu sens que
ils sont en roue libre. Hein. Clairement, le deuxième épisode, il commence directement avec une horde d'Amazon qui veut choper Hercule pour lui sauter dessus, hein, clairement, parce qu'elles veulent qu'il lui fasse des enfants, quoi, qu'il leur fasse des enfants. Et c'est le running gag de tout l'épisode en fait. Donc c'est à partir de là que bon bah voilà, ils ont trouvé leur rythme de croisière, ils savent ce qui va vendre la série en fait. Hein. Mais du coup c'est très drôle. Les effets spéciaux, c'est vrai que les effets numériques, bon, ça a un peu mal vieilli, mais pareil, ça fait partie du charme du truc. Mais pareil, j'avais un peu de problème avec le montage où tu vois que je sais pas, des fois j'ai l'impression que ça a été un peu bâclé, quoi. C'est même pas tant que c'était dans le genre de l'époque, c'est que deux fois il y a quelques petits faux raccords. Des fois c'est pas très jojo, mais bon voilà, ça passe. Est-ce que vous voulez quelques petits facts sur la série? Bah si t'en as. Oui, je recycle ce que j'ai fait hier soir, je vous cache pas. Eh bien, le sachiez-vous, Hercule, c'était quand même la plus grosse audience aux États-Unis. Les premières saisons en tout cas, toutes séries confondues. Ah, c'était pas une blague? Non, c'était vrai. Tellement grosse audience qu'ils sont passés devant la série la plus regardée à cette époque. Je vous laisse deviner quelle était la série la plus regardée à cette époque. Seinfeld. Non. Les records d'audience, c'était Alerta Malibu. Ah oui. Et donc, les deux étaient en syndication, donc ça a du sens. C'est ça. Et donc ils sont passés devant et après. Et après drame, l'enfant a dépassé le père puisque Xena a décroché le record. Xena faisait plus d'audience que Hercule, d'où une certaine amertume de ce bon vieux Kevin qui était complètement jaloux que Xena fasse des meilleures audiences. Du coup, il s'est plaint à tout le monde, à qui voulait l'entendre, à tous les médias, dans toutes les interviews qu'il faisait. Il se plaignait du fait que oui, c'est pas leur faute si Xena il fait mieux qu'eux, parce que de toute façon chez Xena ils ont volé tout le petit personnel qu'on avait. Donc voilà, il s'est plaint que Xena leur avait volé leur réalisateur, leur scénariste, leur producteur, etc. Alors qu'en vrai, c'est pas vrai. Il y a effectivement quelques personnes qui ont travaillé sur les 2, voire même les 3 séries après avec Young Hercule, mais c'est bon, ils travaillent sur les 2, hein, ils les ont pas volés, et puis c'est pour ça qu'ils faisaient que ça se cassait la gueule. Et du coup, voilà, il est resté assez amer comme ça. La dernière saison de Hercule a été raccourcie. Il y a eu que 8 épisodes pour cause de Kevin s'est barré. Parce qu'en fait, le studio lui a proposé de re-signer un contrat d'1 an, de 3 ans, pardon, et Kevin Sorbo, il voulait que 1 an parce qu'il s'était déjà engagé pour jouer dans Andromeda. Et donc, il a dit c'est 1 an ou rien. Du coup, ça a été rien. Et donc, ils avaient déjà... C'est le mec là qui veut la jouer un peu, quand il fait une augmentation au boulot. Écoutez, en fait, soit on m'augmente, soit je me casse. Bah, casse-toi. C'est ça. Mais parce qu'en fait, le truc, c'est que le tournage de la dernière saison était déjà commencé. Donc, du coup, c'est pour ça que la série a pas vraiment connu de fin. C'est qu'ils ont bouclé, quoi. Et le studio, il s'est dit, on s'en fout, casse-toi. On a Xena, en fait, qui fait mieux que toi. Donc, la porte est là, prends-la. Et donc, c'était terminé. Et Xena, c'est plus fort que toi, hein, comme tu le sens. Oui. Et donc effectivement, une grande partie du succès d'Hercule et de Xena, c'est évidemment dû à la nudité suggérée, on va dire, y compris une nudité de Kevin Sorbo qui, comme on le sait, après a changé son fusil d'épaule littéralement, et moins drôle. Son zizi d'épaule. Oui, voilà, c'est ça. Soit très souple, soit bref. Il portait son zizi sur l'autre épaule et puis après il a changé. Moins drôle. Comment je vais enchaîner après avec ça? À chaque fois, c'est le coup quand je vais dire un truc tragique après. Bon, faites semblant de pleurer. Lors du tournage de la 4e saison, Kevin Sorbo, il a subi un anévrisme causé par des KF-54. Toujours. Il vient de tuer Et du coup... le peu de personnes qui nous écoutent encore. Oh, c'est pas grave. Et du coup, Kevin Sorbo, j'ai perdu ma ligne. Il a eu je sais plus combien de crises cardiaques. Et c'est pour ça que la fin de la série est un peu plus mauvaise. Parce que du coup, ils ont dû le remplacer un petit peu. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup... Il a fait des AVC. Il a fait des crises cardiaques.
Ah, carrément. Ouais. Et donc, c'est pour ça que, en fait, il a perdu 10% de sa vision, il a dû réapprendre à marcher. Et 10% de son cerveau aussi, apparemment, je sais pas. Peut-être plus. Et c'est pour ça qu'ils ont changé son emploi du temps. C'est pour ça qu'ils ont dû faire beaucoup de réécriture, que du coup, ça n'avait plus trop de cohérence. Qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont été ajoutés pour remplacer un peu son temps d'écran. Et voilà. Et dernier petit fun fact physique sur Kevin Sorbo, sachiez-le, il ne s'est jamais ni rasé ni épilé le torse. Tout est naturel. Voilà. J'ai lu ça, je me suis dit, il faut partager l'information. Il est donc un berbe. Oui. Et Bruce Campbell a réalisé 7 épisodes de la série. Eh ben, dis donc. D'accord. Voilà. Sacré CV. Ouais. Et Michael Hurst, il en a réalisé 6. Sur 100 et quelqu'un, je rappelle. Ouais. Oh, écoutez. Voilà. Et Kevin Sorbo, il n'a pas réalisé qu'il faisait des séries. Il réalise toujours pas. Non. Mais par contre, alors, par comparaison, moi, j'ai jamais trop suivi Hercule. J'étais plus Xena pour des raisons évidentes. Et du coup, j'ai enchaîné les 2 premiers épisodes d'Hercule. On voit tout de suite l'évolution quand même parce que le 2e épisode est beaucoup plus fun. Et pour résumer, donc il y a cette histoire d'Amazon qui court sur Hercule, mais la vraie histoire, c'est avec le Cyclope, où en fait on a un Cyclope qui est sous les ordres d'un espèce de sous-chef qui est lui-même sous les ordres des rats, évidemment. Et donc le Cyclope a détourné le fleuve d'un petit village pour arroser ses vignes, pour se faire du pinard. Et en fait le Cyclope c'est un géant et il se fait bully par les gens du village et donc Hercule vient pour à la base lui péter la gueule puis après il fait la leçon et en fait c'est un peu ce qu'on va retrouver après dans tous les épisodes et ça se retrouve beaucoup dans les séries de cette époque dans ce genre-là. Il y a toujours une petite morale à la fin de l'épisode et là c'est soyez gentils avec votre prochain parce que peut-être c'est un géant qui peut soyez gentils avec les Cyclopes. Ouais, c'est ça. Donc il y a toujours ce petit côté moralisateur un peu à la fin que je trouve qu'on ne retrouve pas dans le premier épisode. À part ne laissez pas traîner vos enfants, ils pourraient mourir par une boule de feu. Les épisodes avec un Cyclope, il n'y a pas 36 morales, hein. Ça serait quoi? Ça serait un œil vaut mieux que 2 que tu l'auras. Oui. Bon, voilà, on a gardé l'œil sur toi. Oui, c'est ça. On t'a lancé le mauvais œil. Voilà, voilà. Œil pour œil. Dent pour dent, veille à ne pas dépasser le borgne. Non, alors, c'est œil pour œil, dente pour dente. Dente pour dente. Un vrai enfer. Ouais. Un vrai enfer, effectivement. Bref, voilà, donc c'est à vous de voir si, justement, vous voulez subir, regarder, redécouvrir, découvrir Hercule. Déjà, faut trouver les épisodes. Donc, ouais, en fait, ils existent en DVD, donc je suis en train de rechercher l'intégrale qui était sortie dans un boîtier. Ouais, c'était un peu compliqué. Parce que le boîtier, je le vois, c'est un peu le boîtier comme il y avait pour Magnum, etc. Là, l'espèce de grosse boîte, je sais plus de chez qui. Je ne le retrouve plus. Mais je sais que la dernière fois que j'ai vu, c'était à une 30aine d'euros. Ouais, c'est un coffret chez Universal qui comprend toute l'intégrale de la série. Voilà, parce que forcément, Hercule... Voilà, je l'ai là. Hop. Oui, c'est ça. Enfin, dernièrement, il était à 30 €. Pour l'instant, si voilà, le premier lien que j'ai, il me donne à 834 €. Ah. Non. Non, mais ça, c'est uniquement parce qu'ils savaient qu'on allait en parler. Voilà, après, ça allait se vendre comme des petits pains. Oui, mais non, comme des petits sorbets, quoi. Oui. Bref, voilà. Si jamais vous l'avez vu, vous connaissez la série et que vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux. Et puis, voilà, Hercule, ça, c'est fait. On va passer donc aux recommandations. Et je l'ai mis le truc, il est là. C'est la chorale des Amazones en furie ou? Et non, c'est Plastic Bertrand. Voilà. Comme ça, vous le savez. Alors, de mon côté, j'ai regardé Détox sur Netflix, une série française. Oui. 2 séries françaises cette saison pour moi sur Netflix. Il y a un truc qui se passe. Je sais pas quoi. C'est une série qui est arrivée il y a pas très longtemps. Non. J'arrive plus à retrouver le 1er septembre.
Et voilà. Et c'est un des rares projets Netflix en fait dont on ne savait absolument pas que c'était en tournage, ces petits cachotiers. Oui, c'est moi je l'ai appris quand il est arrivé sur Netflix. C'est ça. Non, moi je l'ai appris juste cet été quand une des actrices de la série dont je vais te laisser parler l'a annoncé. Alors, cette série-là, donc c'est 6 épisodes d'une 30aine de minutes où on retrouve Manon Azem, Tiphaine Davio. Oui. Voilà, dans les 2 rôles principaux. Mais on a aussi Charlotte de Turckheim, Elena Nogueira, excusez, voilà, du peu, et Zinedine Soualem, Oussama Kedam, Laurent Bateau, Paul Muguruza et beaucoup d'autres. Et de quoi ça parle? Donc c'est une comédie, étonnant venant de moi, n'est-ce pas? Où en gros elles sont ces deux cousines en fait qui sont confrontées à la toxicité de leur rapport à Internet. Léa et Manon, qui sont cousines et aussi colocs, en fait, décident de, suite à quelques événements, de faire une détox digitale pendant 1 mois. Donc 30 jours sans téléphone, sans Internet, sans quoi que ce soit, vraiment pas d'écran, rien. 30 jours pour oublier un ex, 30 jours pour oublier un plutôt bad buzz mais très rigolo, et ben voilà, ça a l'air simple comme ça, mais bon, quand il y a la famille et les amis etc qui s'en mêlent, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Donc moi c'est une série vraiment où au départ j'étais en train de me dire bon, ouais, en fait c'est un film qui a été découpé, encore une fois, classique. Il y a une construction un peu sérielle, mais c'est assez léger. C'est le problème des séries Netflix et des séries françaises Netflix. J'ai l'impression que voilà, on n'arrive pas à faire des. Enfin, en même temps, quand on voit comment elles sont traitées, on n'arrive pas à faire des séries sur le long cours. Rappelez-vous, drôle. Eux, ils rigolent toujours pas. Donc ils rigolent pas trop, mais ils ont eu une fin, donc. Voilà, ils ont eu une fin. Ici, bon, voilà, il y a 6 épisodes. Est-ce qu'il y a une suite, pas machin? On n'en sait rien. C'est clairement pas gagné. Bref, en même temps, quand ils les vendent comme ça, en ne faisant aucune pub derrière, en ne faisant aucun message sur les réseaux sociaux, parce que vraiment, j'ai découvert l'existence de cette série-là en allumant Netflix et parce que c'était conseillé, parce que j'avais regardé justement cette vie de Léa. Voilà. Vraiment, c'est que ça. Donc déjà, tu te dis, ça pue. Après, bon, voilà. Moi, j'ai regardé le tout. Je trouvais que les 2 comédiennes, donc Manon Azem et Tiphaine Davio, sont excellentes, sont drôles, mais vraiment très très drôles. C'est très bien écrit. C'est pas toujours très bien joué, mais ça passe. Voilà, c'est du jeu à la française, donc voilà, on est entre le théâtre et la télé, on sait pas où mettre son cul, mais j'ai regardé ça avec un grand plaisir. Ils ont l'air de s'être amusés en faisant cette série-là, donc déjà c'est un bon point. Et puis sinon, à part ça, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, parce que sinon ce serait vous gâcher la plupart des gags, vous gâcher comment ça va se passer. Mais oui, on a vraiment une espèce de duo de deux cousines qui sont un peu les opposés, quoi. Il y en a une qui est complètement voilà, je vais pas dire hystérique, mais elle est jalouse, elle comprend pas tous les messages, son ex elle le stalkait, elle connaissait tous ses mots de passe, elle le regardait sur Instagram et machin, et il s'est passé pas mal de choses qui ont fait qu'elle s'en est retrouvée là. Et Manon Azem, donc qui joue Manon, elle était un peu façon Scheim, donc une possible star de la musique qui va avoir un bad buzz parce qu'elle est sur la pente descendante. Ce bad buzz apparemment permettrait de la mettre en avant, de lui faire retrouver un peu de staritude, mais c'est un peu compliqué. Et puis derrière, elle a une mère qui est jouée donc par Elena Nogueira, qui lui dit arrête tes conneries, reviens en Corse, viens dans le restaurant, tout ira mieux. Et puis voilà, il y a tout un tas d'autres personnes derrière qui vont plus ou moins suivre le pas de cette détox numérique. Et je trouve que
si ce n'est que voilà, le fait que ce soit très drôle et que bon, c'est un coup un peu classique, ça fait quand même pas mal réfléchir par rapport à voilà la relation qu'on peut avoir avec justement voilà toute cette technologie et ces écrans, etc. à longueur de journée, et se demander, en fait, on finit par se demander, mais ouais, c'est vrai que si je devais le faire moi, est-ce que j'y arriverais? Sans pour autant tomber dans le côté boomer, vieux con, quoi que ce soit, c'est pas mal fait. Donc, ouais, je vous conseille ça sur Netflix, 6 épisodes d'une 30aine de minutes, donc ça se regarde très facilement. Le seul point négatif que j'ai pas compris, pourtant j'ai vérifié sur plein de comptes, les messages qui sont envoyés par SMS, etc., étaient écrits en anglais. Oh. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que je suis en Belgique avec un compte anglais et pourtant il parlait français et que à l'écran ça s'écrivait en anglais? J'avoue, je sais pas. C'est bizarre. Je sais pas. Je vais voilà, c'est bizarre. Donc si jamais vous l'avez vu, est-ce que vous aussi vous avez eu tous ces écrits SMS en anglais? Parce que je trouvais ça un peu étrange, écrits, ces SOS partout dans le ciel. Voilà, je trouvais ça un peu, comment dire, prétentieux, en fait, de se dire, bah oui, voilà, regardez, on écrit en anglais. Je comprenais pas, et ça m'a un peu sorti au départ. Il m'a fallu 2 fois pour voir le pilote et être sûr que, voilà. Mais je vais vérifier ça tout de suite, d'ailleurs, parce que ça m'intrigue maintenant encore. Hop. Oui, je suis dans le truc. Non, en fait, non, c'est... Ok, je viens de comprendre pourquoi. Voilà, je viens de comprendre pourquoi en allant sur le compte de ma femme qui elle a le Netflix écrit en français. Voilà, si votre Netflix est réglé en anglais, comme par exemple en Belgique si vous voulez avoir plus de films, plus de choses pour avoir tout le catalogue, ben en fait tout ce qui est écrit dedans niveau messagerie etc. sera en anglais à l'écran. Pas de sous-titres, rien du tout, un peu comme dans les films Pixar etc. où ils écrivent, ils changent les trucs. Donc voilà, si vous voulez avoir tout ça en français, ben ouais, si votre compte Netflix est en français, ça passera. Donc voilà, je viens d'avoir la réponse, j'avais vérifié, mais... C'était résolu. Mais c'est résolu. Bref, Détox, je vous la conseille. Je sais pas si quelqu'un ici d'autre l'a vu, a commencé à la regarder. Bah non, personne. Évidemment, la comédie, ça ne vous parle pas, surtout toi. Hein. Ça, on est triste, nous, tu sais. Voilà, vous êtes triste. Oh là là. Vous êtes bien triste. Alors, en parlant de tristesse, est-ce que Feria, la luz más oscura... La luz más oscura. Bah, c'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. C'est une série espagnole, ça vous étonnera pas beaucoup, qui est sur Netflix, et c'est en 8 épisodes de 50 minutes. C'est sorti il y a un petit moment. Est-ce que ça se passe à Pampelune? C'est ce qu'on veut savoir. Non, aucun rapport avec les férias. Non, à Pamplemousse. On met au chiotte, ta Rocco. Allez. Alors, le titre français, c'est Feria, l'éclat des ténèbres. Ouais, bon, c'est poétique, tout ça. En fait, Feria, c'est le nom du patelin où ça se déroule. C'est un charmant petit village d'Espagne. C'est la Saint-Jean et du coup, tous les jeunes du village vont faire la fête sur la plage du lac, dont nos 2 personnages principaux qui sont Eva et Sofia, la grande et la petite sœur. Et le lendemain matin, leurs parents sont bizarrement pas rentrés à la maison. Par contre, il y a l'équipe du GIGN local qui vient défoncer la porte et eux aussi, ils cherchent les parents. Le GIGN local on le dit GIGN. Exactement. Oh, finesse. Il était mérité. Ah oui. Et donc, en effet, à la sortie de la mine abandonnée du village, ils ont retrouvé une quinzaine de cadavres à poil, baignant dans leur sang. Et sur les caméras de surveillance, on voit les parents diriger le groupe dans la mine. Et on découvre l'existence d'une secte, donc la secte de la lumière, qui existe dans la vraie vie, hein, et qui vénère une créature qui s'appelle Decta et qui ressemble à un chaton pas du tout mignon. Voilà, je sais pas pourquoi un chaton, mais c'est un chaton, démon. Et je vous en dévoile pas plus sur l'intrigue parce que ça va très vite et très loin. Mais c'est une série assez poignante, même s'il y a quelques longueurs à certains moments. Ça révolutionne pas le genre, mais en fait l'histoire elle tient surtout grâce aux personnages, parce qu'on arrive à s'identifier à eux chacun leur tour, et au fur et à mesure qu'on en apprend plus sur ceux qui
ceux qui peuplent ce petit village où tout le monde se connaît bien évidemment, entre ceux qui sont sceptiques, ceux qui sont totalement illuminés et ceux qui sont un peu trop bien informés. On a 3 clans qui se forment et qui vont un peu se faire la guéguerre et nous au milieu de tout ça on sait pas trop qui croire. Et en fait l'histoire elle se tient totalement. À certains moments on se dit que ça va partir trop loin et sombrer dans le ridicule, mais en fait non, parce que même les trucs qui peuvent sembler un peu ridicule, en fait à chaque fois c'est assez bien justifié, donc on y croit quoi. Après c'est très souvent dérangeant, c'est le genre de série où faut pas être mal dans sa tête pour le regarder quand même. Voilà, il y a beaucoup c'est une série d'horreur psychologique en fait. il y a beaucoup de, alors c'est de la violence psychologique. Je peux pas vous dévoiler tout, mais bon, il y a des passages. Il y a pas de chatons dérangeants qui sont tués dedans en fait, mais ça reste quand même dark. Ouais. Surtout quand tu vois la gueule du chaton, bon, il voit bien lui, hein, il voit bien, c'est un démon. Les démons vont bien. Donc au début de la saison, nous aussi on va se demander si ce que la secte prône c'est réel ou s'ils sont tous timbrés. Ils se laissent pas démonter. Et et l'avantage c'est qu'à la fin on est fixé, hein. On sait on sait si c'est vrai ou pas. Je vous le dévoile pas, hein, vous regarderez. Niveau effets spéciaux, c'est hyper bien fait pour le coup, parce que y a quand même pas mal de passages ésotériques où notamment on a ce fameux démon chaton qui est pas mal présent. Oui, non mais c'est perturbant un démon chaton. Hein. Oui, oui, tout ce que tu me racontes, ça a l'air super dark, et puis il y a des bons chatons. Et oui, mais je sais pas. Alors, non, mais après, je me suis pas intéressée au lore de cette secte, hein, parce que vraiment, la secte de la lumière, c'est tout un truc qui date du Moyen-Âge. Enfin, ça existe vraiment. Je me suis pas intéressée au truc, mais je pense que c'est basé sur le truc original, mais vraiment, c'est un démon chaton. Oui. Et pas que, hein. Et après, il y a tous les animaux de la forêt, vous allez voir. C'est incroyable. Et non, mais après, parce que ils font leur rituel dans l'ancienne mine, mais qui a une salle de, on va dire une salle de vénération de leur culte machin. Et c'est la version sérieuse de cet épisode de South Park avec les animaux de la forêt sataniste en fait. C'est exactement ça. Les orgies de sang. Oh oui. Mais oui. Ah oui. Blood orgy. Et en vrai, même les décors là-dedans sont très bien faits. Et bon, après le seul truc c'est voilà, le design des créatures. Je suis un peu plus partagée parce que ça casse un peu le truc. Enfin, je veux dire, c'est un chaton quoi. Ah. Ouais. Et on en voit d'autres. Je vous les spoile pas, mais ils sont mignons quoi. Ils sont mignons, ça va pas ça. Bon voilà. Enfin pour finir, je sais pas s'il est prévu de faire une saison 2. J'ai pas trouvé l'information, mais voilà, c'est mon petit bémol, c'est que la fin est assez chelou. Pour pas vous la spoiler, en fait, on a l'impression que la fin était un peu bâclée et qu'il nous manque des éléments et que ça va trop vite en fait. Voilà, on sait pas. Il y a une décision prise à un moment donné et c'est pas logique que ça se passe aussi vite. Enfin bon. Et voilà, on reste un petit peu sur notre fin. Donc j'imagine qu'il y aura une saison 2, mais en même temps, s'il y a une saison 2, je sais pas trop ce qu'ils vont raconter. On verra. Donc en tout cas, si vous cherchez une série qui est un peu horrifique et surnaturelle, où on a une histoire bien ficelée avec surtout une enquête policière et des personnages assez barjots, allez-y. Par contre, je préviens, si vous regardez cette série dans le train, tout le monde est à poil tout le temps dedans. Hein, voilà. Bah oui, si c'est des chatons. Non mais évidemment. Non mais je dis secte, alors qui dit secte dit orgie quoi, vous voyez. Ah, ok d'accord. Oui donc des chatons. Oui parce que le chaton mignon pour le coup il a pas de poils lui hein. C'est un chaton démon, il a une peau de dinosaure. Ah, c'est un sphinx. Bon. Même pas un sphinx. Bon, je vais te trouver une image, tu vas voir. Enfin voilà, c'était sympathique. C'est un chaton imberbe comme Kevin Sorbo. Putain, tout est relié. Il a 3 poils sur le torse quand même. Hein. Ouais, mais bien caché, autour des tétons. Alors. Bon, revenons à nos moutons, nos chatons, peu importe, c'est comme vous voulez. Avec justement Teen Titans Go. Ah voilà. Non, ça c'est bizarre. Non, faut pas. C'est pas bien. Pas les tétons des teens. Non. Non. Sale. Non. C'est une catégorie sur Pornhub. C'est vrai.
C'est vrai, je taperai pas Teen Titans Go sur Pornhub. J'ai pas envie d'avoir des cauchemars. Hein. Remember les Simpsons. Bon, Teen Titans Go, donc c'est pas récent, mais c'est intéressant. C'est très intéressant. C'est une série que j'avais beau essayer de me souvenir, en fait, je me souviens pas qu'est-ce qui a été le déclic dans la découverte de cette série. C'est quelque chose que j'ai vraiment été découvrir de par moi-même. Je suis pas tombé dessus un samedi matin en regardant au coup France 3, etc. Donc j'ai commencé en 2018. Vraiment par curiosité, j'ai vraiment été convaincu par les premiers épisodes. Donc c'est une série qui a été créée par Aaron Horvat et Michael Jelenic, à ne pas confondre avec Jelenic. J'ai dit que gèle les miches. Voilà, c'est ça qui est quelque chose de saison en fait. Il y a le Beaujolais le nouveau et le Michael je me gèle les miches. Voilà. Tu veux pas faire ton imitation de Garcimore, je peux continuer? J'y comprends pas. Vas-y, continue. Ça fait partie du lore Monsieur Série and Friends, hein, une imitation de Garcimore par épisode. Hein. Du coup, c'est une série surtout qui a débuté en 2013 sur Cartoon Network et qui fait toujours l'objet d'une certaine, pas d'une certaine controverse, mais d'une certaine détestation de la part des fans de DC, ça va pas vraiment s'arranger en 2022 puisque la série a été renouvelée le jour de la Saint-Valentin pour une 8e saison et ça va leur faire passer le cap des 400 épisodes, soit la série animée d'ici la plus longue de l'histoire. Donc vraiment personne n'avait pu vraiment imaginer ça. Surtout que c'est une version comique des Teen Titans qui avait déjà été adaptée en dessin animé pour Cartoon Network au milieu des années 2000. C'était vachement bien. Voilà. Et pour le coup, les Teen Titans normaux c'était vraiment une série de super-héros, lambda, tout ce qu'il y a de plus sérieux. Et là, en l'occurrence, on les fait rebooter avec un design vraiment très très cartoon. On reprend les mêmes acteurs qui faisaient les voix du gang en fait, donc c'est-à-dire Robin, Starfire, Cyborg, Raven et Beast Boy, donc change-les en VF, mais je l'appelle Beast Boy parce que fuck it. Et surtout, la raison pour laquelle je m'accroche à cette série, c'est que honnêtement, la série est vraiment fandarde et dépendant des épisodes, nous amène dans des directions auxquelles on ne s'attend pas trop. Et pour en revenir à la controverse, en fait, c'est que la première saison et une grosse partie de la série, vraiment au niveau de l'humour, c'est vraiment quelque chose où ça tourne beaucoup autour de junk food, puisqu'en gros le concept de Teen Titans Go, en fait, c'est donc non seulement un esprit vraiment très très cartoon en fait, avec beaucoup de segments en fait qui sont construits avec une progression et vraiment une escalade de façon cartoon, pas beaucoup de choses qui sont prises au sérieux, y compris et surtout les super-héros d'ici, on va dire normaux, donc c'est-à-dire que la Justice League, on les voit en juge de American Idol, et vraiment, ils parlent très très peu. Et Batman et le commissaire Gordon font l'objet de plusieurs segments de type zapping en fait, et clairement. Batman et le commissaire Gordon en fait sont juste des vieux potes en fait qui arrêtent pas de se marrer, donc ils ont pas de dialogue et ils arrêtent juste pas de se marrer et de foutre la merde en fait et avec Alfred, donc c'est juste deux sacs gamins. Donc c'est vraiment en termes donc clairement pour une série d'ici. Donc avec un vrai budget et donc avec l'autorisation d'adapter tous les, de pouvoir mettre tous les héros, super-héros, anti-héros de la série, puisque ça rend aussi hommage autant que ça tape sur le lore d'ici. Et bien ça respecte pas grand-chose en fait, et c'est ça qui fait que ça fait pas plaisir aux fans. Et l'autre truc qui fait que Teen Titans Go, je peux comprendre que ça passe ou ça casse, c'est que les obsessions des Teen Titans, c'est vraiment la bouffe, souvent se taper sur la gueule et aussi un humour vraiment très très puéril façon pipi caca. Et ça c'est très très présent dans la première saison. Et
la raison pour laquelle je continue à être vraiment surpris par la série, c'est que la série a vraiment la grande qualité de repousser toutes les limites du méta pour moi. Donc c'est-à-dire que toutes les critiques qui ont pu être faites par les Teen Titans, en fait, ils y ont quasiment répondu. Donc il y a un méchant, en fait, je crois qui c'est Control Freak, en fait, en VO, en fait, qui on va dire téléporte les Titans, en fait, soit dans des versions comics, en fait, soit qui les torture, en fait, en les mettant. Il y a un épisode de l'avant-dernière saison qui est très très drôle, où ils sont téléportés dans une émission pour enfants de 3 à 6 ans. Et donc c'est un cartoon, en fait, où ils sont dans une aventure où tu dois en fait avancer, en fait, dans une forêt avec une énigme, mais en fait Robin, qui est totalement impatient, en fait, il veut arriver donc au méchant pour lui taper sur la gueule, et en fait, comme c'est fait pour les gosses de 3 à 6 ans, en fait, il y a 3 objets qui sont mis à l'écran, et en fait tu as les voix des gosses en contre-champ qui dit: alors les enfants, quel outil allons-nous utiliser? Et les gosses disent: non, oui, et Robin n'en peut absolument plus, en fait, il va absolument finir la série là. Et il y a énormément de méta dans cette série, comme je le disais, et pour l'instant, le truc le plus méta qu'ils ont fait, c'est vraiment le film Teen Titans Go to the Movies, où là vraiment ils se permettent absolument tout. C'est probablement un des films d'animation d'ici les mieux écrits, avec le Lego Batman Movie, pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Donc honnêtement, c'est vraiment une série très très fandarde. Il y a vraiment, sur les 7 ou 8 saisons, je la rapproche de Bob's Burgers, qui est aussi une des séries sur lesquelles je suis quasiment un jour, où je peux dire que après respectivement, donc là j'en suis à la 6e saison pour Teen Titans, et j'en suis au début de la saison 13 pour Bob's Burgers, et je pense qu'il y a très très peu d'épisodes que je trouve moyens ou médiocres. C'est vraiment une qualité assez constante, en fait. Il y a vraiment très très peu de choses. Il y a vraiment très peu d'épisodes où, en fait, je suis sorti du truc en disant mouef. C'est une série qui surprend aussi, avec des épisodes entiers dédiés à expliquer de manière très très intelligente des concepts qui n'ont absolument rien à foutre dans une série d'animation, du type voilà, la spéculation immobilière, les changements, je crois que il y a un épisode sur l'échange de monnaie. Il y a un épisode un des derniers épisodes que j'ai vu, en fait, qui se balade, en fait, entre des vraies œuvres d'art, etc. Donc c'est une série qui va vraiment très très loin, et c'est aussi ce qui lui assure la longévité, c'est que il y a certains épisodes, les épisodes, on va dire, les plus prévisibles de Teen Titans, c'est ceux qui donc soit se concentrent sur le gang, soit se concentrent sur on va dire les ennemis de Jump City, on va dire lambda. Donc ça, c'est les épisodes qui sont, on va dire, les plus attendus, voilà. Mais les épisodes qui sortent du format sont de plus en plus nombreux et sont de plus en plus surprenants. Donc c'est pour ça que je dis que ça vaut vraiment le coup de tenir avec cette série. Ouais. Je la recommande aussi, fait très important, en VO. C'est possible encore pour le moment de mater les 5 premières saisons de Teen Titans Go en VO STF sur Netflix, sachant que la série est aussi diffusée sur Cartoon Network et sur Roku, mais le replay est uniquement en VF. Personnellement, en fait, j'ai commencé la série en VO STF, et je vais probablement la finir en VO ST avec les sous-titres anglais, mais toujours avec les voix originales. Je la recommande vraiment en VO, en fait. Les références sont vraiment assez hilares et vraiment assez bien vues sur l'ensemble des choses. Donc c'est vraiment du divertissement pur. Je crois que c'est un des meilleurs cartoons qui se fait à l'heure actuelle. Donc c'est sous-traité au Canada par une compagnie qui s'appelle Bardell Entertainment, et vraiment ces mecs-là sont vraiment très 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 doués. Ils sous-traitent aussi l'animation du Prince des Dragons, en fait, qui va revenir sur Netflix cet automne pour la 4e saison. Donc c'est aussi eux qui font ça. Les animateurs qui font ça sont vraiment très très doués. Donc blame Canada, j'ai envie de dire. Oui, vraiment la série, vraiment, je la recommande vraiment très très chaudement. Les épisodes à chaque fois, ce sont des segments de 11 minutes, en fait, et ça passe vraiment tout seul, quoi. Oui, bah
j'appuie tout ce que tu as dit. Bon, moi, je l'ai surtout, enfin, je l'ai vu dans les 2 langues, mais beaucoup plus en français parce qu'en fait, ma fille les regarde. Elle adore ça et c'est Super Hero Girls aussi qui est sur Netflix. C'est ça. Et d'ailleurs, ils ont un multiverse avec les deux, avec Bumblebee, etc. Et qui est assez fun aussi d'ailleurs. Le Super Hero Girls, je trouvais ça assez fun. Ils viennent de faire un film là ce printemps d'ailleurs. Teen Titans versus DC Super Hero Girls. De Multiverse, le titre long machin, qui c'est ça date de ce printemps. Et moi, ce qui m'a attiré dedans, c'est c'est le côté dessin très Tartakovsky, genre comme on pouvait avoir sur le laboratoire de Dexter en fait. J'aime bien ce dessin un peu avec les lignes bien droites, certaines courbes comme ça, les couleurs qui flashent. Et puis j'avais regardé ça sans vraiment savoir ce que c'était. Je pense que c'est ma fille qui avait regardé en premier. Et puis en fait, en regardant un peu ce qu'elle regardait, je me dis tiens, c'est pas mal cool. Même en français, c'était rigolo. Puis j'ai regardé un peu la version la VO parce que niveau voix, c'est pas non plus la même chose. C'est d'autres t'as d'autres acteurs bien connus de ceux qui regardent l'animation USA, voilà. Mais donc c'est quelque chose que je conseille. C'est vrai que c'est sur Netflix, il y a 5 saisons sur Netflix pour l'instant. C'est comme tous les trucs d'ici en fait sur Netflix. Le temps que ça arrive, c'est une horreur. Hein. On a les Legends of Tomorrow, ça met du temps. Ça met beaucoup de temps à arriver. Non mais surtout là en fait je suis en train de finir la saison 6 donc à la fois en diffusion Cartoon Network et par des moyens moins recommandables parce que Netflix n'a toujours pas mis à dispo la saison 6 et le replay des saisons les inédites en fait de Cartoon Network en fait puisqu'ils sont à la saison 7 ils vont probablement avoir le dernier batch d'épisodes de la saison 7 en France avant la fin de l'année ou début 2023. Là, ils vont passer à la saison 8 sous peu aux États-Unis, mais c'est vrai que, moi personnellement, je suis un intégriste de la, pas un intégriste, mais j'ai beaucoup tendance à privilégier la VO. Et moi, je trouve je trouve les voix originales surtout de Raven et Starfire assez tordantes en fait. Donc voilà. Ok, très bien. Donc là, globalement, à quelques détails près, 3 séries conseillées Netflix. En tout cas, qui se trouve sur Netflix, voilà, donc Detox, on a donc aussi comment c'était encore Feria, le lac des ténèbres. Je vais te le dire en français, s'il te plaît, parce que La luz más oscura. Et donc voilà, et Teen Titans Go. Là, vous avez aussi de quoi faire entre les saisons plus les 2 films en fait finalement. Et ils ont aussi d'autres choses, je crois qu'ils avaient fait des mini trucs un peu événements, un peu concon ou rigolo. Mais voilà, c'est à découvrir. Voilà, on a fait le tour pour cet épisode 3 de la saison 8. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous soutenir sur utip.io/Monsieur Série. Et merci aussi à Hercule, cette compagnie aérienne bien sympathique. Le mot de la fin, Elodie. Hercule Poirot. D'accord. Il l'a mis où le poireau? Devine. Ok. Florian. Asperge. En 2. Non mais j'avais un autre mot de la fin que j'ai totalement oublié en fait, tu vois. Par les Teen Titans, ça m'a lavé le cerveau, tu vois. Voilà, moi je dirais sorbet. Allez savoir pourquoi. En tout cas, on sait très bien pourquoi, ça va, je fais la blague. Bon, Merci de nous avoir écoutés. Bonne semaine, bonne série, bonne écoute, bonne tout ce que vous voulez, et surtout... Bon Jovi!